Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur la thématique proche aidant. Nous allons démarrer donc la présentation. Je suis Cécile Leduc, je suis chargée de mission pour la CAF du Rhône et je vais co-animer ce webinaire avec mes deux collègues. Bonjour, donc je suis Arnaud Rossi, je suis manager à l'assurance maladie au service Action sanitaire et sociale. Bonjour, donc Benoît L'Official, chargé de mission partenariat à la CARSAT Rhône-Alpes. Merci Arnaud, merci Benoît. Vous donnez donc quelques informations pratiques pour la présentation du webinaire. Nous allons donc vous dérouler nos sujets. Pendant cette présentation, n'hésitez pas à utiliser le fil de conversation qui va vous permettre de nous poser vos questions. Et puis, nous prendrons un temps après la présentation des informations pour vous répondre. Vous dire aussi donc que la branche famille, la branche CARSAT et la branche maladie sont réunies aujourd'hui pour une attention particulière sur la thématique du proche aidant. Vous dire également que nous allons aborder différents points pendant la présentation, parler notamment des prestations, que ce soit de l'allocation journalière de présence parentale ou de l'allocation journalière du proche aidant pour la CAF, parler également donc de l'aide au répit du travailleur indépendant actif et de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, côté maladie avec Arnaud pour la CPAN, et puis l'assurance vieillesse des aidants. Vous êtes aidant d'un enfant ou aidant d'un adulte en situation de handicap, donc là ce sera le volet de Benoît pour l'assurance retraite, et en fin de présentation on vous donnera également quelques éléments supplémentaires pour aller plus loin. Vous rappelez que nous allons enregistrer et mettre à votre disposition le webinaire dans les prochains jours sur nos sites respectifs. Il sera accessible via nos sites internet, et puis donc le fil questions-réponses à votre disposition tout au long de la présentation. Quelques éléments de contexte et surtout une définition importante pour démarrer. Le proche aidant. Donc le proche aidant, personne qui apporte un soutien à un ou plusieurs membres de son entourage, qui présente une incapacité temporaire ou permanente, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, et avec qui la personne proche aidante partage un lien affectif, familial ou non. Donc on va démarrer la présentation avec les prestations versant caisse d'allocation familiale et parler d'une prestation qui s'appelle l'allocation journalière de présence parentale. Donc on utilise un sigle pour cette prestation qui est le sigle AJPP, allocation journalière de présence parentale. Donc, vous parlez de cette prestation qui vient finalement répondre au plus près à votre besoin et qui est une prestation qui n'est pas soumise à condition de ressources, qui vient vraiment vous accompagner lorsque vous avez un enfant à charge au sens des prestations familiales, donc jusqu'au mois des 20 ans inclus, et que votre enfant est atteint d'une maladie, d'une pathologie, d'un handicap qui va nécessiter votre présence et des soins contraignants. Vous dire que cette allocation, vous pouvez en faire la demande. Le formulaire de demande est accessible en toute autonomie sur caf.fr depuis votre espace personnel. C'est un formulaire que vous téléchargez, que vous complétez. Il y a également un certificat médical à nous transmettre. Et puis lorsque vous en ressentez également le besoin, vous avez la possibilité d'être accompagné par nos services dans cette démarche. Nos conseillers sont disponibles en rendez-vous physique, en rendez-vous téléphonique du lundi au vendredi pour la CAF du Rhône de 8h à 16h. Vous avez également une permanence téléphonique spécifiquement dédiée aux bénéficiaires de la JPP, disponible les lundis et les jeudis, et vous retrouverez sur le support, je vous rappelle qu'il vous sera adressé après le webinaire, les coordonnées téléphoniques et les horaires de la permanence. Alors,
qui peut faire une demande d'AJPP? Quels sont les critères, j'ai envie de vous dire? Eh bien, il faut être salarié d'une entreprise, ou il faut être stagiaire de la formation professionnelle rémunérée, au chômage, indemnisé, travailleur indépendant. En fait, lorsque vous êtes en activité, qu'elle soit salariée ou non, et que vous êtes contraint de cesser votre activité ou de réduire votre activité pour apporter une présence, pour accompagner les soins de votre enfant, vous pouvez faire une demande d'allocation journalière de présence parentale. Vous dire aussi que le droit à JPP, il peut être ouvert pour une période maximale de 3 ans, période au cours de laquelle vous allez bénéficier jusqu'à 310 jours d'allocation journalière. Et ces 310 jours peuvent être versés simultanément ou alternativement aux 2 membres du couple dans la limite de 22 jours par mois. Vous dire aussi que le droit est renouvelable par période maximale de 12 mois jusqu'à la période de 3 ans, et qu'à l'issue de cette période de 3 ans, vous allez finalement voir comment se situe la pathologie de votre enfant. Est-ce qu'il est nécessaire de faire une demande de renouvellement? Et à ce moment-là, à l'issue de la période de 3 ans, vous pouvez faire une demande de renouvellement. Donc là, on est vraiment sur l'aspect médical, comment finalement va évoluer la pathologie de votre enfant. Donc se dire que, premier réflexe, je dois accompagner mon enfant, je peux faire une demande d'AJPP et je sais que ce droit est valable pour une période maximale de 3 ans et qui peut être renouvelé si l'état de santé de mon enfant le nécessite. La CAF accompagne par le biais du versement mensuel de l'allocation journalière de présence parentale en fonction du nombre de jours d'absence qui finalement aura été nécessaire pour accompagner les soins de l'enfant. On vous a mis à disposition le montant journalier de la JPP, 65,80 €. Vous dire aussi que l'allocation est fractionnable par demi-journée. Et que vous pouvez également bénéficier d'un complément mensuel, complément qui viendrait être versé dans le cas où vous avez engendré des frais liés à l'état de santé de votre enfant. Et on vous a également mis à disposition quelques exemples de frais qui peuvent être liés à la pathologie d'un enfant, au handicap, à la maladie. Ça peut être des produits de confort, ça peut être des soins à domicile, des rendez-vous médicaux. Donc voilà, ne pas hésiter également à vous référer au support, parce que vous retiendrez peut-être pas tout dès ce premier webinaire. Il y a beaucoup d'informations, mais vous aurez à disposition le support en fin de présentation. Quelques règles également en matière de non-cumul, parce qu'effectivement, quand vous faites une demande d'AJPP, eh bien, il y a certaines situations qui ne permettent pas de cumuler la JPP avec d'autres prestations. Je pense notamment, par exemple, au congé parental, lorsque vous êtes en prestation partagée d'éducation de l'enfant, mais pas que. Ça peut être aussi un non-cumul avec des indemnités journalières. Enfin voilà, il y a quelques points de vigilance à avoir en matière de cumul-non-cumul. Et puis se dire aussi que finalement, quand on accompagne la pathologie, le handicap d'un enfant, il existe aussi d'autres prestations et on vous les a mises à disposition sur le support avec les liens pour que vous puissiez prendre de l'information, notamment en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et les renseignements sont accessibles directement auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Voilà pour le volet AJPP. Vous parlez également d'une autre prestation plus récente qui est apparue en septembre 2020, l'allocation journalière du proche aidant. Donc le sigle va être AJPA. Donc l'AJPA, c'est une prestation qui vient également compenser une diminution de revenus liée à des absences ponctuelles d'activités ou assimilées pour pouvoir s'occuper d'un proche en perte d'autonomie.
Donc la JPA, ce n'est pas une prestation familiale, c'est un revenu de remplacement, donc soumis à cotisation prélèvement, à CRDS, à CSG, et également soumis à l'impôt sur le revenu. Elle n'est pas soumise à condition de ressources. Donc le congé proche aidant, qui va vous permettre de réduire ou de cesser votre activité. Vous pouvez en bénéficier lorsque vous êtes salarié et que vous en faites la demande auprès de votre employeur. Il y a certaines conditions également à remplir en matière de proche aidé et proche aidant, et on va les voir de suite. Et puis le laps de temps, finalement, ça va être pour cette AJPA 3 mois renouvelables jusqu'à maximum 1 an tout au long de votre carrière. Donc, quelques conditions d'éligibilité, quelques détails importants relatifs à l'aidant, qui peut être l'allocataire en titre, c'est ce qu'on appelle le responsable dossier, et qui finalement exerce une activité professionnelle ou assimilée lorsqu'il est salarié et qu'il prend un congé proche aidant. Il va venir interrompre ponctuellement son activité, sa formation, sa recherche d'emploi, pour accompagner la personne dépendante ou handicapée. Conditions relatives à l'aidé. L'aidé, il peut avoir un lien de parenté ou non avec l'aidant. Il doit entretenir des liens étroits et stables avec l'aidant et être assisté par ce dernier pour des actes de la vie quotidienne de manière régulière, fréquente, et ce à titre non professionnel. Et il peut être ou non à charge au sens des prestations familiales. Donc, vous avez également la définition proche aidé, adulte ou enfant en situation de handicap, présentant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ou alors une personne âgée de plus de 60 ans reconnue en GIR 1 à 4, ou alors une personne invalide bénéficiaire d'une rente d'accident du travail, de maladie professionnelle, avec majoration, ce qu'on appelle MTP, majoration tierce personne, ou prestations complémentaires pour recours à tierce personne. Comme pour l'allocation journalière de présence parentale, l'allocation journalière proche aidant est versée avec un taux journalier qui est de 65,80 €, fractionnable également. Et là où on va retrouver un fonctionnement similaire avec la prestation précédente, c'est qu'on part sur la base d'une attestation mensuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous en avez fait la demande, chaque mois, nos services vont vous adresser une attestation mensuelle qui sera à compléter par vous-même, à faire compléter par votre employeur pour mentionner finalement le nombre de jours qui a été non travaillé pour accompagner le bénéficiaire et qui sera retourné à nos services qui procéderont au versement mensuel sous couvert de cette attestation. Vous dire également, pour conclure sur l'allocation journalière du proche aidant, qu'elle n'est pas non plus cumulable avec certaines autres prestations. Par exemple, vous ne pouvez pas cumuler pour la même personne aidée l'allocation journalière de présence parentale et l'allocation journalière proche aidant. Vous ne pouvez pas non plus cumuler l'AJPA avec une indemnité journalière, maternité, paternité ou adoption. Voilà, il y a quelques règles de non-cumul également. Si toutefois vous avez des interrogations, n'hésitez pas à utiliser l'encart questions-réponses. Nos experts sont également présents pendant la présentation du webinaire pour répondre à vos questions. J'en ai terminé avec la partie prestation CAF. Je te propose, Arnaud, de prendre le relais et de finalement venir donner l'info, versant CPAM. Quels sont les points de vigilance, quels sont les accompagnements mis en place par la CPAM pour nos proches aidants? Absolument, merci Cécile. Donc versant assurance maladie, la première aide que je vais vous présenter, c'est l'aide au répit du travailleur indépendant actif. Donc cette aide-là, elle a pour but d'aider et d'accompagner le travailleur indépendant, qu'il soit artisan ou commerçant, qui doit réduire son activité ou dont l'activité normale est altérée par la situation d'un proche en perte d'autonomie.
Cet engagement donc, du travailleur indépendant en tant qu'aidant familial, il s'effectue évidemment au détriment de son activité professionnelle ou bien augmente ses charges. Ça peut s'avérer difficile pour le travailleur indépendant concerné et mettre en difficulté l'entreprise. Du coup, pour s'assurer un temps de répit, le travailleur indépendant peut solliciter, je vais vous montrer qu'il soit proche aidant ou proche aidé. Donc s'il est proche aidant, il peut demander une aide financière au répit du travailleur indépendant actif. C'est-à-dire qu'il va diminuer son activité et auquel cas on pourra lui verser une allocation journalière limitée dans la limite de 21 jours par an. Il peut également demander un soutien psychologique. Alors attention, vous avez peut-être entendu parler de Mon Parcours Psy. Ce soutien psychologique vient en complément de Mon Parcours Psy. Le proche aidé, lui, peut demander un séjour en hébergement temporaire. Donc j'insiste sur temporaire, on ne parle pas d'EHPAD par exemple, il ne faut pas que ce soit continu. Il peut solliciter une prise en charge au domicile, donc vous voyez, 2 jours de nuit, 24 heures sur 24. Ça comprend le portage de repas, l'aide ménagère par exemple. On peut également demander des séjours de vacances accompagnés. Il y a une liste qui est non exhaustive, comme vous avez vu pour la CAF, on a pas mal de propositions. Attention par contre, c'est important de noter dans l'encart rose-rouge que vous voyez en bas, il y a un dispositif d'urgence qui peut être mis en place pour accompagner les aidés dont le proche aidant est hospitalisé. Par rapport aux conditions d'éligibilité, il y a des critères administratifs. Il faut être indépendant, cotisant actif, quel que soit le statut. Il faut avoir une activité indépendante exercée à titre principal en cas de polyactivité. C'est-à-dire que vous pouvez être salarié à côté, mais il faut que votre statut d'indépendant soit le principal ou le plus rémunérateur. Il faut être aidant d'un proche. Et enfin, il n'y a pas de durée d'affiliation minimale. Vous pouvez commencer dès le premier jour. Il y a des conditions donc de ressources. C'est une aide qui est appréciée quand même au cas par cas. C'est-à-dire que nous, on part du principe qu'il faut une équité de traitement. Et du coup, on interviendra au niveau de l'action sociale avec cet état d'esprit-là. Et enfin, l'attribution de ces aides n'est pas systématique. Elle prend en compte la nature du besoin, la situation familiale, le montant des ressources, et ainsi de suite. Et enfin, les modalités de prise en charge. Donc la prise en charge est limitée par année civile. Et enfin, au-delà des pièces réclamées, donc le formulaire de demande, le RIB, l'avis d'imposition, on aura besoin par contre d'un certificat médical qui attestera l'obligation d'absence du travailleur indépendant de son activité pour rendez-vous médical de son proche aidé pour justifier la qualité de proche aidant. Attention, les demandes qui ne répondent pas aux critères administratifs listés ci-dessus font l'objet d'un rejet administratif. Néanmoins, au vu de certains éléments du dossier, il y a des situations particulières qui pourront être soumises à l'examen de la Commission d'action sanitaire et sociale des travailleurs indépendants, une commission locale. Enfin, pour les travailleurs indépendants proches aidants d'une personne dépendante qui ressortirait de l'action sociale d'un autre régime, la caisse référente devra s'assurer que la prestation concernée n'est pas déjà prise en charge dans le panier de services octroyé par l'assurance maladie ou une caisse de retraite, par l'MDPH, le conseil départemental ou par l'aide sociale. Donc l'ASS, donc l'aide sanitaire et sociale spécifique aux travailleurs indépendants, peut intervenir dans ce cas-là en complément ou en subsidiarité de ces aides. Sous-entendu, on ne pourra pas verser plus que ce qu'on est censé verser. On va parler d'une deuxième aide. Alors vous allez voir que les cycles se ressemblent beaucoup. Nous, pour l'assurance maladie, c'est l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. AJAP, ça fait beaucoup les mêmes lettres, mais jamais dans le même ordre. Donc les conditions d'éligibilité à cette allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ces dispositions prévoient la possibilité pour les salariés, donc on n'est plus sur le travail indépendant, bénéficiaires du congé de solidarité familiale, je fais une petite parenthèse, on y reviendra en fin de présentation, de percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Si vous accompagnez à domicile une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, vous pouvez en bénéficier de cette AJAP. Donc là, pareil, côté proche aidant, côté proche aidé. Le proche aidant, si vous êtes salarié, il faut que vous soyez bénéficiaire du congé de solidarité familiale ou l'avoir transformé en période d'activité à temps partiel. Si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé par France Travail, il faut avoir cessé toute recherche active d'emploi. Et enfin, si vous êtes non salarié, il faut que vous ayez suspendu ou réduit votre activité professionnelle. Côté proche aidé, il faut être un ascendant, le père, la mère par exemple, ou un descendant, un enfant, un petit enfant. Il faut être un frère ou une sœur, par exemple, une personne vivant à domicile, donc soit le conjoint, le concubin, le partenaire, mais attention, lié par un PACS, ou une personne vous ayant désigné comme personne de confiance. Toujours par rapport à cette AJAP, les démarches à effectuer, elles sont en nombre de 3. La première, évidemment, c'est compléter le formulaire de demande d'allocation journalière d'accompagnement à domicile d'une personne en fin de vie. Ce formulaire est disponible sur notre site internet amélie.fr, sur lequel vous aurez le lien au moment de la restitution du webinaire.
Il faudra donc adresser ce formulaire à votre caisse d'assurance maladie, accompagné d'un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne que vous accompagnez. Ce certificat attestera que cette personne est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Petite parenthèse sur le médecin traitant, si vous n'avez pas de médecin traitant, le médecin de famille généraliste peut le faire, ou dans certaines maladies, le spécialiste peut également établir ce certificat. Et enfin, il faudra également joindre, selon votre situation professionnelle, si vous êtes salarié, une attestation de votre employeur qui va préciser que vous bénéficiez du congé de solidarité familiale ou qu'il a été transformé à temps partiel. Si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé par France Travail, il faudra une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi, motivée par la nécessité d'accompagner à domicile une personne en fin de vie. Et enfin, si vous êtes non salarié, une déclaration sur l'honneur de cessation d'activité totale ou partielle. Encore une petite info sur le bandeau rouge en bas qui est importante. Ce n'est pas votre caisse d'assurance maladie, là on parle du Rhône, donc ce n'est pas la caisse du Rhône qui va étudier ces demandes d'AJAP. Elles sont centralisées sur le site de Guéret dans le département du 23 et vous avez les coordonnées qui s'affichent et qui seront disponibles sur le compte-rendu du webinaire qu'on vous enverra après. Voilà, tout à fait, pas d'inquiétude. Hein. Le webinaire sera mis à disposition en replay et envoyé tout à fait à l'ensemble des participants. Si vous n'avez pas le temps de noter, pas d'inquiétude. Tout à fait, merci. Et également, évidemment, le paiement du droit. Il faut savoir que cette allocation est versée pendant 21 jours maximum, soit des jours ouvrables ou non, et elle sera interrompue dès le lendemain du décès de la personne que vous accompagnez s'il se produit pendant ces 21 jours. Sous-entendu, on peut le verser entre 1 et 21 jours. Néanmoins, si le décès survient avant cette période-là, on limitera le nombre d'allocations journalières à la période pendant laquelle vous avez déclaré avoir été proche aidant et avoir souhaité percevoir l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Le montant est de 64,41 € par jour. C'est un montant qui a été révisé le 1er avril 2025. Et toi, Benoît, est-ce que cet accompagnement a des conséquences pour la CARSAT ? Bien sûr, ça a des conséquences. Merci pour le relais. Merci. Donc, je vais prendre un petit peu le relais pour l'information sur la retraite, qui vient en continuité de ce qui a été dit, notamment par ma collègue de la CAF. Donc, l'assurance vieillesse des aidants, c'est quelque chose qui est relativement récent, puisque les droits à la retraite pour les bénéficiaires de l'AJPP et l'AJPA, ça génère des droits à retraite. Donc, le dispositif, il garantit des droits pour la retraite pour ces bénéficiaires. Donc, depuis le 1er septembre 2023, les aidants d'enfants ou d'adultes en situation de handicap ou de personnes âgées en perte d'autonomie bénéficient de l'assurance vieillesse pour les aidants. Encore un sigle, désolé, là-bas. Donc, avant cette date, certains aidants bénéficiaient déjà de l'assurance vieillesse des parents au foyer, mais c'était englobé, c'est ce qu'on appelait un autre sigle, l'AVPF. Donc aujourd'hui, il y a une distinction entre ces deux dispositifs. Donc vous avez soit l'AVPF, soit l'AVA. Donc l'AVA, c'est le sujet du jour, qui garantit une continuité dans la constitution des droits à retraite. Donc pour qui? Donc c'est pour toutes les personnes qui cessent ou qui réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant ou d'une personne gravement malade ou en situation de handicap. C'est important de le dire parce que ce n'est pas pour tous les aidants, c'est bien cadré. Donc l'impact sur la retraite. Donc là, juste une petite parenthèse, c'est simplement si les démarches ont été faites auprès de la CAF pour la JPP et la JPA, on va dire, il y a une sorte d'automaticité. Là, derrière, ça va plus être un contrôle de votre part qu'une recherche personnelle. Donc, l'impact sur la retraite, l'impact est sur le taux de la pension. Donc, ça va générer des trimestres dans le calcul. Donc, vous aurez potentiellement un taux plein si vous manque des trimestres. La durée d'assurance, c'est un petit peu pareil. Ça va, si vous avez besoin de 172 trimestres par rapport à votre année de naissance, vous avez 2 trimestres pour là-bas. Ces 2 trimestres vont venir s'incrémenter dans le calcul. Et enfin, élément très important, ça génère des salaires forfaitaires. Donc ces salaires forfaitaires sont sur la base des cotisations vieillesse qui vont être versées par la CAF, sur ce revenu de remplacement, qui vont être pris en compte comme un salaire. Vous ne verrez pas forcément, si vous n'allez pas dans le détail, vous ne verrez pas forcément la différence avec un salaire. Ça, c'est pour la retraite à l'âge légal, donc demain, 64 ans pour la plupart des assurés. En revanche, vous pouvez aussi, dans le cadre de la retraite anticipée, avoir un petit bénéfice, entre guillemets, d'avoir ces trimestres d'avant. Mais c'est très limité, puisqu'en fait, on peut retenir 4 trimestres dans le cadre d'un départ anticipé. Départ anticipé, c'est par exemple quelqu'un qui partait à 62 ans aujourd'hui et qui aurait des trimestres en début de carrière. Ces trimestres, ils vont aussi bénéficier à la retraite progressive. Si vous partez avant l'âge légal, par exemple, 2 ans avant votre âge légal, vous avez besoin de 150 trimestres pour partir en retraite progressive.
on peut utiliser entre guillemets ces trimestres d'AVA pour partir à la retraite. Donc, vous voyez que ça a vraiment une importance, une grande importance en fait dans le calcul de votre future retraite. On peut passer. Donc il y aura une vision sur le relevé de carrière, excusez-moi, multirégime, donc ça sur Info Retraite, et vous verrez une ligne allocation présence parentale avec une somme et un nombre de trimestres qui sera validé en fonction de la somme comme un salaire. Donc là, on a parlé vraiment des systèmes qui sont un petit peu automatiques. Là, on va parler de la retraite pour les personnes qui sont aidants d'un enfant ou d'un adulte en situation de handicap. On va parler déjà des enfants. Petit encart à droite, je commence par là. Il faut bien conserver tous les justificatifs, puisqu'en fait, dans ce cas-là, ça va être quand même une démarche volontaire des assurés. C'est eux qui devront faire la démarche vis-à-vis du régime de retraite. Donc je conserve bien tous les justificatifs, AES, complément de AES, AEH, PCH. Donc les conditions d'attribution de cette majoration de trimestre pour un enfant en situation de handicap, que vous avez à charge, c'est vraiment cette notion de charge effective et permanente de l'enfant, qui est titulaire de l'allocation d'éducation spéciale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de ses compléments. On le donne comme exemple, il y a une note circulaire qui doit faire quelques pages, qui fait toutes les équivalences de prestations qui peuvent faire bénéficier. Donc l'enfant, il doit ouvrir droit à une allocation spécifique d'éducation ou à son complément ou à la prestation compensatoire, prestation de compensation du handicap, donc c'est un taux d'incapacité de 80%. Il n'est pas exigé de lien de parenté avec l'enfant pour l'attribution de cette majoration. C'est important aussi de le savoir. Donc ces trimestres de majoration, ils sont comptabilisés dans la durée d'assurance pour la retraite à l'âge légal. Par exemple, 64 ans, ils ne vont pas compter dans le départ anticipé. Ils peuvent être attribués au père et à la mère, aux deux parents, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ils peuvent s'additionner aussi au trimestre de bonification pour enfants, entre guillemets classique. Et ils permettent aussi un départ à retraite à taux plein dès 65 ans, au lieu du départ à taux plein à 67 ans, si un des parents a bénéficié d'un trimestre de majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés. Vous permet de partir plus tôt à taux plein si vous n'avez pas tous vos trimestres. On peut continuer, le dispositif il est un petit peu différent, mais si vous êtes aidant d'un adulte en situation de handicap, vous pouvez aussi bénéficier de trimestres. Vous pouvez bénéficier de trimestres avec des conditions qui sont bien définies. Alors, on va reprendre un petit peu les critères d'éligibilité. Donc, le bénéficiaire de la majoration doit avoir la qualité de l'assurance sociale, justifier d'un lien familial avec la personne handicapée, c'est-à-dire son conjoint, son concubin, partenaire pacsé, ascendant, descendant, et puis les frères et sœurs jusqu'au 4e degré. Dans un couple, l'aidant peut aussi être un ascendant, un descendant, et pareil, collatéral jusqu'au 4e degré de l'autre membre du groupe. Ça, c'est des conditions qui ont été étendues avec les réformes, qui font quand même rentrer plus de personnes dans ce cadre. Les conditions d'attribution, l'aidant doit résider avec la personne handicapée au domicile de l'un ou de l'autre et ne doit pas exercer d'activité professionnelle pendant la période de prise en charge de la personne handicapée. Et la personne en situation de handicap doit être âgée d'au moins 20 ans et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%. Donc ça, c'est des conditions que vous allez venir nous voir et puis on va vérifier toutes ces conditions et quelquefois, ça peut être complexe. Donc, pour reprendre un petit peu, donc les démarches au moment de la retraite, donc le trimestre il est attribué à un seul assuré pour chaque période de 30 mois civils consécutifs de prise en charge de l'adulte handicapé. Donc là c'est vraiment particulier, c'est pour ça qu'on a fait la différence entre enfant et puis adulte handicapé. Et les trimestres de majoration ils peuvent être répartis entre différents aidants dans la limite de 8 trimestres. Enfin, ces trimestres de majoration ils sont comptabilisés dans la durée d'assurance pour la retraite à l'âge légal. Donc vous voyez, quelqu'un il manquerait 8 trimestres, il pourra potentiellement peut-être partir à 64 ans, entre guillemets, grâce ou à cause de ces trimestres. Merci Benoît pour toutes ces infos, versant CARSAT. Alors, pour aller finalement un petit peu plus loin, quelques compléments d'informations qu'on souhaitait également vous transmettre. Vous dire que côté CAF du Rhône, il y a un dispositif d'action sociale, que ce dispositif finalement intervient au travers d'un financement auprès de 2 partenaires. Donc on vous a remis dans le petit bandeau
rideau du bas les partenaires de l'aide à domicile, hein, notamment ADIAM et Fédération ADMR du Rhône et Métropole de Lyon. Vous dire aussi que finalement on est tous mobilisés, que ce soit versant prestations légales et versant prestations d'action sociale, qu'on participe également à plusieurs initiatives hein, dans l'accompagnement des proches aidants. Il y a certains forums qui ont pu être organisés sur lesquels vous retrouvez une présence CAF également hein, pour venir finalement répondre tant versant prestations que versant action sociale un maximum à votre besoin. Se dire qu'aujourd'hui les prestations légales et les prestations extra-légales sont là pour vous accompagner et répondre finalement à la situation précise à laquelle vous êtes confronté lorsque vous êtes en situation de proche aidant. La branche famille et la branche maladie. Effectivement, je vous ai parlé rapidement lors de ma première intervention du congé de solidarité familiale. Donc on va aller un tout petit peu plus dans le détail. Pour vous aider dans la période difficile du décès d'un proche, l'assurance maladie a simplifié vos démarches de remboursement des derniers frais de santé du défunt. Donc dans certains cas, il y a un capital décès qui peut être versé. Cette indemnité qui est versée aux héritiers du défunt cotisant au régime général de la sécurité sociale permet de faire face aux frais liés au décès d'un proche. Et du coup, on vous a mis la petite information pour retrouver ce détail-là. Sur le site amélie.fr, vous avez le mot-clé décès d'un proche, prestations et formalités. Que vous retrouverez toujours dans le PowerPoint. Voilà, pas d'inquiétude, hein, ce sera également mentionné sur le support. Benoît, versant CARSAT. Alors, versant CARSAT, j'espère qu'on ne vous a pas trop assommé avec beaucoup de législation, mais ce qu'on veut aussi vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont aidants, ils ont un petit peu tendance, entre guillemets, à s'oublier, et il y a des dispositifs qui sont mis en place un petit peu pour les aider. Donc, atelier de prévention, 2 mots sur le programme ICOP, et puis un entretien conseil en prévention. Donc les ateliers de prévention, ça c'est une action qui est menée par l'action sociale de la CARSAT en liaison avec d'autres organismes. Vous avez les liens dans le PowerPoint, vous pouvez retrouver après pour bien vieillir, etc. L'idée c'est de retenir qu'il y a des ateliers d'aide en fait pour les personnes qui sont retraitées notamment et qui sont aidants sur la prévention, la nutrition, tous les éléments qui peuvent vous permettre de mieux vivre votre situation aussi d'aidant ou pas d'aidant, mais c'est vrai que c'est important de le savoir. On peut passer. Voilà, donc le programme ICOP, c'est un programme qui permet en fait de connaître sa situation. C'est une petite application qu'il faut charger sur son smartphone et ce qui permet d'évaluer un petit peu sa situation et peut-être faire des démarches après cette petite évaluation. Enfin, nous avons aussi un bilan entretien conseil en prévention pour prendre bien soin de soi. Donc ça c'est vraiment utile pour les aidants. Ça va leur permettre vraiment de s'auto-évaluer, de savoir en fait quelle est leur situation et quelles démarches ils peuvent faire. Enfin, tous nos organismes, nous avons quand même des actions vis-à-vis des personnes qui sont en situation d'aidant. Pour la CARSAT, vous pouvez vous renseigner sur le site carsat-era.fr. Donc ERA c'est pour Rhône-Alpes, pour la connexion. Vous avez tout le programme en fait qui est un petit peu détaillé, les associations avec qui on travaille, les vidéos, les ateliers sur lesquels vous pouvez vous inscrire, un petit peu toute l'offre propre aux aidants. On vous propose de répondre à quelques-unes de vos questions pour être finalement au plus proche de votre besoin. Arnaud, je te propose de m'interviewer. Tout à fait. Alors je vais interviewer également Benoît parce qu'on n'a pas eu de question versant CEPAP, donc je vais faire le rôle du questionneur. La première question versant CAF était: peut-on bénéficier de ces prestations en étant bénéficiaire du RSA? Alors, effectivement, il y a certaines prestations qui ont été évoquées aujourd'hui pour lesquelles vous pouvez présenter une demande même si vous êtes bénéficiaire RSA. Vous rappelez néanmoins que pour une demande d'allocation journalière de présence parentale, il faut réduire ou cesser son activité. Donc en matière d'AJPP, allocation journalière de présence parentale, si vous êtes bénéficiaire RSA sans activité et sans revenu, ça ne sera pas forcément cumulable. Si vous êtes la personne en tout cas qui en fait la demande. Après il y a d'autres prestations qui ont été
évoqué aujourd'hui, versant CEPAM, versant CARSAT. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos organismes. Simplement, versant CAF, la JPP nécessite la réduction ou la cessation d'une activité pour pouvoir en faire une demande. Demande qui, je le rappelle, est accessible en toute autonomie sur caf.fr ou sur manifestation auprès de nos services. Vous pouvez également prendre contact avec un de nos conseillers. Et puis, concernant l'allocation journalière proche aidant, là encore, on est sur la réduction temporaire de son activité pour pouvoir accompagner un proche en situation de handicap ou qui a besoin de soins contraignants. Donc là encore, on est sur une cessation, une réduction d'activité. Donc en matière de droit RSA, lorsque vous êtes sans activité et sans ressources, vous ne pouvez pas cumuler les deux. Je vous pose la deuxième question, du coup, qui est à tiroir entre guillemets 1A, 1B. Peut-on être aidant si son conjoint ne vit plus avec nous et qu'on n'est pas marié? Alors, on peut être aidant et faire une demande d'allocation journalière proche aidant, qu'il y ait un lien de parenté ou non. En fait, c'est vraiment cette notion de lien finalement affectif, de lien étroit entretenu avec la personne qu'on viendrait aider. Dans la mesure où on entretient ces liens et que cette personne est, comme on l'a vu précédemment dans la présentation, avec un taux d'incapacité supérieur à 80%, ou alors âgée de plus de 60 ans avec un GIR 1 à 4 reconnu, on va pouvoir formuler tout à fait une demande d'allocation journalière proche aidant parce que le lien familial et le lien matrimonial n'est pas une des conditions d'éligibilité. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible. Et du coup, il y avait une question très pratico-pratique qu'elle avait avec. Comment faire? Comment faire? Alors, comment faire? Pour l'allocation journalière proche aidant, vous avez également à votre disposition, en toute autonomie, sur notre espace caf.fr, un onglet thématique handicap. Ne pas hésiter à aller consulter toutes les informations qui sont à votre disposition, côté allocataire sur CAF.fr, dans la thématique handicap. Vous pouvez accéder à l'imprimé de demande d'allocation journalière proche aidant et également à l'imprimé de demande d'allocation journalière de présence parentale. Donc notre site caf.fr et puis bien sûr notre accueil inconditionnel et sur rendez-vous à la CAF Vivier-Merle, à la CAF de Villefranche-sur-Saône. Rappelez également notre présence versant CAF sur l'ensemble du territoire rhodanien. Vous retrouvez toute notre implantation territoriale, tous nos points de contact sur caf.fr. Merci beaucoup. Alors, je me permets, finalement, il y a une question qui est arrivée pour l'assurance maladie, à savoir comment prendre rendez-vous avec un expert ou un technicien de l'assurance maladie. Un peu comme disait Cécile pour la CAF, on a plusieurs canaux de contact. Le plus simple, c'est si vous avez un compte Amélie, via votre compte Amélie, vous pouvez directement positionner un rendez-vous. Donc le rendez-vous sera dans un premier temps probablement téléphonique, mais il pourra se faire ensuite dans une agence. Donc le premier contact, compte Amélie. Le deuxième canal de contact, c'est avec le canal téléphonique. Donc vous pouvez joindre l'assurance maladie par téléphone au 36 46. Si la personne au bout du fil n'a pas la réponse, elle saura vous donner un rendez-vous également. Et enfin, dernier canal de contact, vous rendre directement dans une agence d'assurance maladie où vous rencontrerez les conseillers qui, eux, sauront de la même manière qu'au téléphone, soit répondre directement, soit vous donner un rendez-vous. Voilà pour l'assurance maladie. Et du coup, je pose des questions à Benoît. Désolé pour cette parenthèse. Je m'occupe d'une personne handicapée. Ai-je droit à une majoration? Alors potentiellement, oui, vous pouvez avoir droit à une majoration, mais comme je l'ai expliqué un petit peu dans la présentation, ça va nécessiter un certain nombre de vérifications. On a parlé, dans le premier cas, en fait, on va dépendre des allocations versées par la CAF. Là, vous verrez sur le relevé de carrière ce qu'il en est, si ça a bien été reporté, on va dire, à N+1. En revanche, pour les purs trimestres de validation, on va devoir vérifier en fait les conditions, que vous avez la charge effective de l'enfant, etc., que vous touchiez l'allocation d'éducation spéciale par exemple sans complément. Ça va nécessiter quand même des vérifications. Mais potentiellement, oui. C'est un petit peu difficile de répondre sans voir véritablement toute la situation de la personne. Mais c'est important et c'est bien de le souligner parce qu'effectivement, de notre côté, lorsque
vous êtes bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale, vous ouvrez droit potentiellement à des cotisations que vous pourrez faire valoir en lien avec la retraite, mais pas par exemple si vous êtes bénéficiaire uniquement d'un complément pour frais. Donc c'est vrai que c'est une question intéressante que peuvent se poser nos usagers. L'idée c'est de se dire, quand je suis bénéficiaire de la prestation en titre, oui potentiellement ça peut me générer des droits, alors que si c'est uniquement un complément pour frais, là on n'est pas sur un système de cotisation. Donc question je intéressante. Par un petit conseil. Vous vous souvenez du petit encart bien tout conservé. Oui. Tous nos organismes, nous n'avons que des flux informatiques. Donc c'est vrai qu'au moment de la retraite, on va vous demander la prestation de la CAF qui a été versée, par exemple. Si vous n'avez plus le document, voilà, nous on n'aura pas d'archive qui pourra servir. Donc ça c'est vraiment important de bien conserver tous ces documents. Voilà, effectivement, toutes les attestations de droits et paiements, et puis ne pas hésiter également à recontacter nos services, je pense au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale ou même de l'allocation journalière proche aidant, de façon à ce qu'on puisse réétablir des attestations de droits, tout à fait. Donc une deuxième question. J'ai élevé un enfant handicapé, est-ce pris en compte pour le calcul de ma retraite ? Alors oui, ça peut être pris en compte si vous, voilà, toujours sous le réserve des critères, remplir les critères qui sont demandés sur les allocations, etc. Et dans ce cas-là, le père et la mère peuvent bénéficier de 8 trimestres, pour avoir la charge effective permanente de l'enfant. Voilà, c'est un petit peu toutes les conditions qu'il faudra vérifier. Mais là, le plus important, c'est qu'au moment de la retraite, il faudra bien faire cette démarche volontaire. Ça, je pense que c'est l'information vraiment la plus importante. Parce que l'agent retraite, lui, il va vérifier que les conditions sont remplies pour pouvoir attribuer les trimestres. Pour quelqu'un qui aurait, par exemple, un nombre de trimestres manquants, c'est vraiment dommage de ne pas faire la demande auprès de la caisse de retraite. Ce serait un cas de non-recours au droit. Voilà, tout à fait. Et c'est aussi un des objectifs principaux et un des messages principaux qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui, c'est de se dire, il y a un droit qui existe, il y a une démarche qui est accessible, il y a des prestations, il y a des services qui sont livrés par nos 3 branches. Aujourd'hui, on est réunis versant CAF, CEPAM, CARSAT, justement pour vous sensibiliser davantage et vous dire que nos 3 organismes finalement s'allient pour répondre au plus proche de votre besoin. Et effectivement, ne pas hésiter à faire la démarche, que ce soit sur nos sites respectifs ou en prenant contact avec nos organismes. Tout à fait. Et du coup, nous avions une dernière question pour Benoît. Comment accéder à mon relevé de carrière et comment le mettre à jour ? Alors, pour accéder au relevé de carrière, il faut se connecter sur le site de l'assurance retraite. Donc, c'est l'assuranceretraite.fr. Donc, je pense que ça sera fourni avec les documents à l'issue de la réunion. Donc vous vous connectez sur votre espace personnel et vous pouvez, logiquement, à partir de 59 ans, corriger, vous donner au moins l'information qu'il y a des éléments qui sont erronés ou incomplets dans votre carrière. À partir de là, on vous demandera potentiellement de nous fournir des éléments pour régulariser votre carrière. Donc ça, c'est vraiment la première démarche à faire au niveau de la retraite, c'est vérifier votre relevé de carrière pour voir en fait que les éléments sont cohérents. Heureusement, aujourd'hui, la plupart des retraites sont cohérentes, sont justes. Par contre, si vous avez par exemple un trou dans la carrière, vous pouvez le voir en passant sur ce site l'assuranceretraite.fr. Une dernière question, si tu veux bien. Je fais la dernière question, du coup. Le travailleur indépendant peut-il avoir un congé proche aidant ? Et la réponse est oui. Le travailleur indépendant peut tout à fait formuler une demande de congé proche aidant. Il va, sous couvert de remplir l'ensemble des conditions qu'on a vues précédemment pendant la présentation, pouvoir bénéficier d'une indemnité journalière dans la mesure où il va devoir réduire ou cesser temporairement son activité de travailleur indépendant pour s'occuper d'un proche aidé. Donc la réponse est oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de se dire, je suis en activité, salarié ou non, je suis au chômage indemnisé, je suis en formation rémunérée et je dois, pendant un laps de temps, interrompre mon activité, ma formation pour accompagner en tant que proche aidant. Je peux formuler une demande d'allocation journalière proche aidant. Tout à fait. Merci.
Merci Arnaud. Merci. Merci Benoît pour la présentation aujourd'hui et puis merci à vous surtout de nous avoir rejoints sur ce créneau horaire pour évoquer ensemble finalement un sujet qui tient à cœur à l'ensemble des branches, hein, l'accompagnement de nos proches aidants, répondre à votre besoin. On vous souhaite à tous une bonne journée et puis au plaisir de vous retrouver hein, sur nos prochaines thématiques qui, je l'espère, seront communes parce que finalement, pouvoir s'associer comme ça et répondre à vos questions, c'est quelque chose d'important et qui nous tient particulièrement à cœur. Merci à tous, excellente journée. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée.